Bonjour Sylvain, bonjour Gilles, c'est un réel plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Coast to Coast. L'avantage qu'il y a, c'est que je découvre en même temps que vous le déroulé de l'émission vu que c'est la saison 1. Alors, j'ai une première question pour vous deux. Est-ce que vous connaissez? Non, pas du tout. Absolument pas. Par contre, je dois avouer que tu sais, je suis quand même allé voir un petit peu le site web au préalable et je me disais, on a certainement des choses à se dire et des choses en commun. Ça, c'est très évident que c'est pas étonnant que nos chemins se croisent éventuellement. Mais là, je connaissais pas Gilles. Un grand merci Sylvain, tu vas finir par faire croire aux gens que l'émission est un peu préparée, juste un tout petit peu. Alors je Donc, rassure, moi, j'ai pas pris le temps de faire ça et je me donne la liberté de découvrir Sylvain comme il va l'expliquer. c'est génial. Bah écoute, vu que Sylvain a tiré je veux dire, la chaise à lui, la table à lui, on va en profiter. Donc Sylvain, présente-toi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Présente-toi. Donc, pour faire court, hein, donc moi, mon nom, c'est Sylvain. Je suis au Canada, au Québec, papa de deux enfants. En progression de carrière, c'est-à-dire à la base, je suis un biologiste qui a étudié jusqu'en biochimie et qui a un jour bifurqué vers la ludification. Et par toutes sortes de chemins, je me suis retrouvé à prendre le chemin de l'agilité parce que on pourra en discuter voir comment tout ça est connecté, là, mais dans le développement produit et tout ça. Et aujourd'hui, je suis cofondateur de la Fabrique A et on est un centre d'excellence en Ah, expérimentation d'affaires. Donc, c'est intéressant. on aide les équipes, surtout d'innovation, qui sont dans des contextes complexes, à dérisquer leur initiative par toutes sortes de stratégies. Ah, c'est intéressant parce que la fabrique A, par contre, ça me parle. Ah, Ah, je n'avais pas fait le lien avec Tom et la fabrique A, ça me parle. J'ai vu une ou deux choses que j'ai trouvées intéressantes et ça fait partie des choses que j'avais envie de creuser. Donc c'est un peu magique ce qui se passe. super. Ben, peut-être que tu connais ma partenaire, Elsa Bruyère, qui a un pied à Paris, en fait. Donc, on est déjà coast to coast à l'interne de notre organisation. Donc, peut-être que ça fait partie de. Elle est peut-être dans tes contacts, etc. Mais j'ai hâte Non, je crois que j'ai dû voir une ou deux choses partagées. J'ai un peu regardé, j'ai un peu suivi. Je me suis dit, tiens, il faudra que je creuse. Alors, je l'ai pas fait, mais quand tu dis la fabrique A, ça me parle. Super. Les choses sont bien faites parfois. Oui. Et Gilles, parle-nous de Alors, toi, présente-toi. alors moi, en quelques mots, et pour un peu reprendre le format de Sylvain, donc moi, ça fait un petit moment que je mène ma vie professionnelle en Suisse. J'ai quatre enfants d'âge très variés, hein. Les petits, le plus petit à 8 ans, le grand à 26 ans. J'en ai un qui fait biologie, d'ailleurs, dans le lot, hein, qui est en fin de bachelor de biologie. On va voir ce qu'il va faire après. Ça c'est pour la famille, mais du coup, une famille de quatre, ça crée naturellement une certaine agilité, sinon c'est le bazar. Enfin, on vit un peu dans le bazar de toute façon. Effectivement, moi j'ai une formation de base d'économiste. J'ai toujours travaillé avec des ingénieurs, beaucoup dans les systèmes d'information, beaucoup dans l'horlogerie et la très haute horlogerie, où on apprend très rapidement que la seule personne qui décide si nos initiatives ont une chance d'arriver au bout, c'est la personne qui est tout au bout de son établi, puis qui voit à peu près à 30 centimètres devant lui. Et vu que c'est lui qui crée de la valeur, il a énormément de pouvoir, bien qu'il l'utilise avec beaucoup de discrétion, en bloquant des projets au dernier moment sur lesquels on a investi beaucoup de temps. Donc ça change la manière dont on fait les projets, puis ça change la manière dont on approche les métiers. Et c'est ça qui a été mon driver et qui a fait que progressivement, les deux activités qui m'occupent aujourd'hui, qui est d'accompagner des sociétés vers plus d'agilité ou plus de performance, plus de souplesse, plus de résilience, le mode agile devient tellement surutilisé qu'on essaye même de moins l'utiliser, hein. Aujourd'hui, parce qu'il est pris à toutes les sauces et n'importe comment, euh, qui est une partie de mon activité. Et la deuxième, qui est de développer une solution, qui est une solution de collaboration nouvelle génération, qui doit permettre de créer les conditions cadres à toute la capacité de l'entreprise à fédérer ses talents sur les bons sujets au bon moment pour créer plus de valeur beaucoup plus rapidement. Un grand merci Gilles.
des mots que j'aime dans tout ça. Donc, résilience, on essaie de parler moins d'agilité. Nous, on parle des fois de l'agilité hybride. Et avec le télétravail, ça donne que quand on dit hybride, les gens pensent plutôt travail présentiel ou à distance et non pas un cadre de travail hybride. Donc ça, le vocabulaire est important. Exactement. C'est intéressant que tu parles de vocabulaire, parce qu'effectivement, la thématique du jour, c'est l'agilité. Et surtout l'agilité vue de votre point de vue, puis vue de géographie, de culture, de façon de penser innovante, mais légèrement différente. Vous avez déjà mis les pieds là-dedans, donc j'ai presque le goût de vous laisser continuer. Comment ça se fait que l'agilité dite traditionnelle est morte selon vous? Pourquoi vous y croyez moins? Pourtant, tout le monde fait de l'agilité sur Terre. On a tous on a tous suivi le même PowerPoint. Je, Alors, je, je, je vais peut-être débuter, mais pour moi, ouais, l'agilité traditionnelle, elle n'est pas morte, mais c'est plutôt la démocratisation, la façon dont les gens la comprennent et l'appliquent qui finissent par dénaturer les principes même de l'agilité. Donc là, tu finis par te battre entre la définition du terme et l'objectif derrière. Et donc, je pense que c'est peut-être ça, puis je vais lui donner la parole à Gilles. Il arrive un certain moment où ce que tu veux pas juste parler de la définition, mais ça veut dire quoi être agile surtout et pourquoi on veut l'être, là. Mais pour ça, puis je serais curieux de savoir, ça veut dire quoi pour toi l'agile traditionnel, l'agilité traditionnelle. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? alors, moi je dirais que la problématique principale aujourd'hui de ce terme, c'est qu'il est surutilisé. Il a utilisé à peu près n'importe comment. C'est devenu un buzzword qui ne veut pas dire grand-chose. Et vu que toutes les sociétés doivent devenir agiles, tous les managers directeurs l'utilisent à n'importe quelle sauce, sans aucun fondement, et puis sans comprendre forcément ce qu'il y a derrière, pour être à la mode et pour pouvoir mettre la coche dans la case. Et c'est son plus gros problème aujourd'hui. Euh, en Suisse, alors, moi, mon parcours avec l'agilité, il est particulier parce que il a commencé sur de l'agilité qui s'est surtout pas liée au système d'information, dans le sens où la première démarche qu'on a eue, c'était de mener un gros projet dans une manufacture horlogère qui disait, bon, bah, on entend parler dans le développement logiciel d'un certain nombre de méthodes de faire des produits différemment. Nous, dans l'horlogerie, on est très traditionnel, hein, on est pré-études, études, industrialisation, c'est cette espèce de gros truc waterfall qui est un peu pénible. Puis on a dit, et si on essayait d'imaginer de faire des montres différemment, donc des produits différemment tangibles, en regardant que parmi toutes ces méthodes, celles qui sont sympas. Puis on a mené un gros projet avec les PFL et un étudiant de master pendant 2 ans qui a fait l'inventaire de toutes ces méthodes qu'on connaissait très peu, puis qui a essayé d'imaginer comment faire des montres. On arrivait à développer un super modèle où ça changeait beaucoup de choses dans la manière de faire des montres. On a mené un gros projet en interne où on a convaincu les 20 personnes qui travaillaient sur le développement de montres de tout changer de rôle pour arriver à quelque chose qui était dans cette nouvelle manière de faire des montres. On a montré par des études scientifiques qu'en faisant ça, on doublait la capacité de développement de la manufacture de nouveaux projets sans augmenter les équipes. Et puis on s'est dit, le CEO, il va tellement adorer ce truc-là qu'il va signer parce qu'il voulait développer plus de montres. Puis le CEO, il n'a pas signé. Donc on a appris à la dure qu'il suffisait pas de tout faire juste pour que le CEO signe. Donc on a fait ce qu'on fait dans l'horlogerie, c'est-à-dire ce que fait tout le monde. Donc on fait semblant de faire sans vraiment rien faire. Donc on a fait un espèce d'agile à 2 balles qui n'a pas donné grand-chose. Après, je suis parti de là. Mais du coup, on s'est beaucoup amusé à les découvrir comme ça. Et ça, c'était je pense, 14 ans. Donc quand l'agilité était toute naissante. Et depuis, elle m'accompagne. Elle m'accompagne dans beaucoup de secteurs. Et on se rend compte qu'en fait, dans mes formations, j'ai certaines personnes qui me disent, mais en fait, c'est du bon sens l'agile. Parce que chaque personne est agile dans sa vie. Chaque personne est capable de prendre des coups, de se repositionner, d'évoluer différemment. Et c'est juste la structure organisationnelle qui a enterré l'agilité au fond de la cave. Et mon travail quotidien dans les sociétés, c'est plus de redonner un espace à cette agilité naturelle pour lui permettre d'exister dans un environnement structurel qui n'est pas forcément nativement agile. Et c'est plutôt cette définition-là
avec laquelle je travaille. Et moi, j'ai plutôt tendance, plutôt que de me perdre dans les agilités systémiques, les agilités opérationnelles, puis toutes les définitions, de me dire ce qu'on veut faire émerger, c'est l'agilité naturelle, parce que vous, dans votre vie, vous êtes naturellement agile, en règle générale. Et c'est ça on cherche à faire renaître dans les entreprises. En fait, souvent, nous, c'est même notre approche et on essaie de normaliser et d'essayer de démocratiser, rentrer dans la bienveillance pour que les gens réalisent qu'ils sont beaucoup plus agiles qu'ils le pensent, mais il faut qu'ils le voient où est-ce qu'ils sont agiles. Ouais. Et à partir du moment où ils sont capables de le nommer et de le voir, là, après ça, ça devient plus facile de faire la discussion et d'highlighter les comportements qui sont peut-être un peu moins agiles. Puis là, tu parles de la structure organisationnelle, puis il y a une raison derrière, puis on essaie de ne pas mettre les deux en opposition. Puis ça, je pense que c'est un gros défi en agilité. Là, souvent, il y a des gens qui sont contre les organisations, contre les structures, qu'il faut garder ça petit, qui sont très puristes, que j'appelle. Mais il y a une raison aussi derrière l'organisation, c'est juste le rôle de l'organisation qui change. C'est pas un rôle Ouais. de contrôle, c'est un rôle de je donne tous les éléments nécessaires, je fais de mon mieux pour que tu puisses être le plus agile possible. Donc, c'est vraiment un changement à 180 degrés de la part des organisations de contrôle versus empowerment. Alors, et je suis comme vous, c'est-à-dire on est sur des approches peu dogmatiques. Hein. À chaque fois qu'on fait du dogmatisme, pour moi, on a un problème, on a quelqu'un qui n'a pas compris à quoi ça servait et puis qui s'accroche à sa méthodologie ou à son dogme en pensant que c'est juste. Et notre travail, c'est pas de transformer. De nouveau, c'est un terme qui commence à me fatiguer, la transformation des entreprises. Mais nous, on aide les entreprises à évoluer ou à grandir. Parce qu'on ne transforme personne. On aide les gens à devenir différents et à faire les choses différemment, progressivement. Et il y a une progressivité. Et de nouveau, avant, tu as fait biologie, donc tu es beaucoup plus calé que moi là-dedans, mais tous les systèmes, et l'entreprise est un système vivant, ont un biorhythme d'évolution et on peut pas le transformer et le doubler du jour au lendemain. On va le faire dans la souffrance, on va créer tout un tas de choses qui vont laisser beaucoup de traces négatives. On peut l'accélérer progressivement et pour l'accélérer, il faut enlever tous les petits freins, les choses qui le ralentissent et lui donner plus d'énergie pour qu'il avance plus vite. Et donc, c'est ce sur quoi on essaye de travailler pour les faire évoluer. Absolument. Moi, je vous propose d'attaquer tout de suite un premier stéréotype qu'on a tendance à croiser sur les réseaux sociaux, toujours autour de l'agilité, de cette idée d'optimisation, c'est qu'en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus facile qu'en Europe, au niveau des organisations, au niveau des personnes, au niveau des mindsets, etc., etc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Je vais souvent parler d'Amérique du Nord et d'Europe, hein, même si on sait, là on parle Ceci surtout dit, de je vais quand Québec. même rapidement faire une distinction parce qu'il y a l'Amérique du Nord et les États-Unis, Silicon Valley, etc., Oui. où l'agilité semble plus dans les discours. Et là, même moi, je suis au Québec et je pense qu'on partage un peu ce côté-là de l'Europe. Peut-être, en tout cas, j'ai hâte de voir comment Agile va le décrire, là, mais on n'est peut-être pas aussi hiérarchisé ou peut-être que notre culture est un peu plus ouverte. Mais je pense que quand tu dis à l'Amérique du Nord, il faut être un peu plus granulaire que ça. Ah, on a toujours l'impression que c'est plus facile ailleurs et que c'est toujours l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je pense qu'il y a des différences culturelles. Hein. Aux États-Unis, en tout cas d'Amérique, je connais moins le Québec et tu vas pouvoir nous en parler, Sylvain. Aux États-Unis, il y a une orientation résultat court terme qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir, en tout cas en Europe et en Suisse. Et donc, quand on cherche une orientation résultat court terme, ben forcément que les décisions sont plus rapides, que la prise de risque ou l'habitude de prise de risque chez les gens est plus grande, et que donc les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Je pense qu'il y a fondamentalement aussi dans les différences, il y a une culture de l'échec qui est très différente. Hein.
Si je compare ce que j'entends ou ce que j'ai vu avec les Américains que je connais et les Suisses, la Suisse et notamment la Suisse romande, c'est un peu comme le Québec, c'est un microcosme, hein. Au final, je suis pas comme aux États-Unis, je peux pas foutre le bazar à New York et puis prendre l'avion puis recommencer ma carrière à Los Angeles sans que personne me connaisse, quoi. C'est des choses qui n'arrivent pas. En Suisse, si je commence à cumuler des mauvaises expériences à Genève, ma vie va être difficile à Lausanne et inversement. Donc, quand on est sur un petit territoire, on apprend à être plus prudent parce que le risque de mauvaise réputation est beaucoup plus grand. Donc, il faut qu'on fasse attention à pas faire trop d'échecs dans ce qu'on fait. Puis ensuite, en Suisse, on a quand même une culture, et Ziad me l'avait rappelé à juste titre parce qu'on a tendance à oublier, d'un certain niveau de perfection. Donc, on va faire les choses très prudemment, on va chercher beaucoup de perfection, quand on sort des choses, nos produits sont plus aboutis qu'ailleurs parce qu'on a ce syndrome du petit qui veut surtout pas être critiqué parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas abouti, ce que n'a pas celui qui a les grands pieds puis une culture du risque qui est plus forte. Donc, je pense qu'il y a une vraie différence de ce côté-là, mais que cette différence est en train de s'estomper avec les nouvelles générations, parce que il y a 20 ans, on parlait quasi pas du mouvement de start-up, d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très présent. On a beaucoup de jeunes qui ont vu leurs parents souffrir dans le corporate, dans les grosses sociétés, qui se disent, on va essayer de faire autre chose parce que c'est pas là qu'on va trouver notre joie de vivre. Donc, on commence à avoir un mouvement de start-up. Donc, qui dit start-up et dit esprit entrepreneurial, dit forcément un développement de la culture du risque qui est plus grande qu'on peut l'avoir au niveau corporate. Donc, je pense que c'est en train de changer, mais que on va pas refaire un pays en un jour, hein. Ça va prendre un peu de temps pour que ça se voit vraiment. Et c'est lié directement au financement. Et pour avoir fait des programmes internationaux où on a accueilli certaines startups françaises à venir explorer le marché ici, là, là, si BP France, si la banque nous aime pas, c'est Mhm. terminé. Et donc là, ça vient mettre une pression énorme de performance parce que tu es lié directement au financement, alors que dans d'autres cultures, c'est ça. On échoue, mais on va te redonner de l'argent. Puis on a plein d'exemples là, en ce moment avec les bureaux distribués, là, comment ça s'appelle, la compagnie qui ont acheté, qui font du coworking, WeWork, Oui, où Ouais, est-ce que ça a été, il a monté ça super gros fiasco financier, et là, oh, il repart quelque chose et il relève encore des millions. Je pense qu'en Europe, ça aurait été peut-être un peu plus difficile d'avoir cette deuxième chance. Mais tu as parlé de la culture de l'échec. Puis une des différences, puis je vais le dire comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une culture de hiérarchie, de perfectionniste. Et nous, ici, on a beaucoup une culture de consensus, en fait. Et dans les deux cas, ça va contre l'agilité. Parce que perfection, on ne se met pas dans une position vulnérable, on veut pas échouer. Consensus, on n'a pas le courage de briser les opinions auxquelles on ne croit pas. Puis quand on essaie, c'est normal d'avoir des équipes qui se battent intellectuellement pour faire ressortir les meilleures idées. Et quand le consensus devient la norme, il y a une espèce de... Il n'y a pas le courage de changer les paradigmes et d'essayer des choses qui n'ont jamais été faites, etc. Donc, mais ça touche toujours la culture un peu de l'échec. On tourne toujours un peu autour de ces éléments-là. la prise de risque, parce que quand on cherche le consensus, on cherche à avoir une décision collégiale qui fait que si ça marche pas, c'est de la faute à tout le monde et c'est pas de ma faute à moi. Et qu'il faut avoir du courage pour aller contre le collectif et puis d'emmener le collectif derrière soi dans une zone de risque, parce que de nouveau, ça peut nous amener sur un échec qui fait qu'on peut devoir quitter l'expérience ou la société dans laquelle on est parce qu'on a pris trop de risques et que ça, les gens en ont peur, je pense. Donc le consensus, ça rassure. c'est extrêmement intéressant ce que vous amenez les deux, mais je vais vous reciter au tout début. Normalement, l'agilité, c'est du gros bon sens, ou du gros bon sens. Normalement, il y en a autant au Québec, /Canada, /Amérique du Nord qu'en Suisse, en Europe.
Je sais, vous Oui, m'avez parlé de la culture, mais on est là pour faire des affaires, non? mais l'agilité naturelle, elle vient de l'intérieur. Et l'agilité naturelle d'une personne, tout le monde prend ses propres choix et ses propres vies. Et donc, dès qu'on est dans un collectif, et d'autant plus que ce collectif permet de me nourrir moi et de nourrir ma famille, ben, la pression se modifie beaucoup. Et donc, je dois faire un choix versus un confort que j'ai par rapport à une prise de risque et une envie. Et c'est là que la dynamique entrepreneuriale prend sa dimension parce qu'un entrepreneur, il prend des risques tous les jours avec ce qu'il est en train de faire et ça sera le seul à payer l'addition au bout des risques qu'il a pris ou des succès qu'il a obtenus. Alors que la personne en corporate, ben, au final, c'est quelqu'un d'autre qui paye ce qu'il lui a vendu. Et puis peut-être que lui paye sa place au final de ça, mais ça pousse pas à la prise de risque derrière. Responsabilisation, c'est un terme super fort. Puis même, tu parlais tantôt de avoir 4 enfants, ça va jusque dans les familles. Puis quand c'est interne, tu peux être père de 4 enfants, pas prendre tes responsabilités. Tu n'as pas besoin de penser à l'agilité à ce moment-là. Mais quand tu veux être Ouais. capable de faire fonctionner la famille dans ce système complexe-là, la responsabilité, parce que là, c'est tes enfants et tu en prends la responsabilité, tu changes complètement ta façon de voir les options devant toi et comment tu vas progresser. Donc, absolument. Là. Mais bon sens, pour y revenir, c'est là, des fois, il faut faire attention avec. Attention, on va trop vers le mouvement puriste, parce que des fois, il faut mettre le contexte en perspective pour redéfinir ça Oui. veut dire quoi le bon sens. Parce que le bon sens, moi, je peux dire, ben voyons, ça n'a aucun sens que je puisse pas travailler aux heures que je veux, au moment que je veux. Puis là, le contexte organisationnel fait oui, mais il faut quand même, on a des clients à l'international, il faut quand même avoir des moments où ce que les équipes se parlent. Et donc là, il arrive un moment où ce que le bon sens émerge dans la discussion, mais dans le, pas un compromis, mais dans la négociation entre ce qui semble être le bon sens pour moi, ce qui semble être le bon sens pour toi. Et quelque part, le bon sens va émerger de tout ça si on s'écoute puis on travaille ensemble. Alors c'est là que le collectif prend le relais et que mon bon sens s'arrête quand il est en opposition avec le bon sens du collectif et des objectifs ou de la mission de ce collectif-là, donc de cette équipe. Et donc il y a un moment, si je suis dans une équipe, au service d'une équipe et que je travaille pour que cette équipe amène de la valeur, que ce soit à l'entreprise, à un client ou à un produit, et ben, la seule chose qui doit driver les choix qui sont faits, c'est la création de valeur par rapport aux compétences qu'on a à disposition. Et donc, ça ne devient pas un bon sens d'une personne, mais ça devient le bon sens du collectif. Et le passage on a quand même vécu hein, dans les années, avant le début de ce nouveau siècle ici, dans la culture du champion qui fait tout, de la superstar, qui savait très bien utiliser toutes les personnes autour de lui pour se mettre en valeur et qui pouvait prendre des risques. Et donc, le changement de la culture de la superstar à la culture de l'équipe, c'est un vrai changement qui est difficile pour les différentes personnes parce que faire partie d'un collectif, c'est nettement plus compliqué que tracer son propre chemin en essayant de faire le moins de mal possible aux gens qui sont autour de nous, puis en maximisant son retour sur investissement personnel. Donc c'est là que le bon sens évolue du bon sens personnel au bon sens collectif. Et c'est là que la pression du groupe doit se mettre en place pour que ce bon sens du collectif soit au centre et puis que les velléités de chacun se mettent à son service plutôt que dans une compétition des moyens mis à disposition pour son bonheur personnel. Et pour fédérer des gens qui travaillent ensemble, puis tu l'as dit, Gilles, en fait, ça prend un objectif commun. Puis habituellement, ben, quand tu rentres dans une entreprise, une organisation, dans un groupe, dans une famille, peu importe, quand tu veux mettre l'agilité, ben, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton pourquoi? Et c'est là que ça devient beaucoup plus facile. Et c'est là que moi, j'ai l'impression que ça devient du bon sens, là. Ben, ça Ouais. t'aide-tu à progresser vers ton objectif ou non? Est-ce que ça te ralentit? Mais à partir du moment où tu sais vers quoi tu tends, ben, ça devient du bon sens d'analyser la situation. Si c'est pas tout le monde qui va au même endroit, là, ça devient chaotique et ça devient des jeux de pouvoir et c'est tout ce que l'agilité veut pas, en fait. C'est ça.
Une jolie image pour ça, c'est le célèbre on tire tous à la corde, jusqu'à que chacun réalise qu'il a sa propre corde. Donc ce serait bien qu'on aille à peu près dans la même direction au moins. Ouais. Eh bien, Euh, je reviens en fait sur l'aspect il y a une partie, j'ai l'impression que les gens, tu sais, il y a une expression qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, là. Mais cette Ouais. notion-là, si on l'amène vraiment de travailler ensemble, des gens de différentes perspectives, c'est très difficile. Ça demande énormément de résilience, même revenir à ce mot-là, de résilience. Et c'est facile de tomber dans ça marchera pas et tomber dans le pessimisme, tomber dans dans du négativisme au lieu de dire ben oui, ça va être difficile, puis ça va prendre des années, puis il va y avoir des conflits, ça sera pas toujours rose, mais je fais tout ça parce que j'accepte l'objectif qu'on a à atteindre. Mais la collaboration, c'est pas facile, puis je le vis. Tu sais, nous, on enseigne l'agilité. Je sais pas, Gilles, ton équipe, toi, à l'interne, vous êtes combien de personnes, mais on a beau l'enseigner, on a les mêmes défis à l'interne aussi, de trouver les meilleures façons de collaborer entre nous. C'est jamais facile de collaborer. C'est des compromis, c'est des sacrifices, c'est comprendre l'autre, accepter l'autre. C'est tout un processus, là. C'est tout un processus, ouais. Et c'est pas facile non plus. Est-ce que vous avez une remarque? Parce que depuis avant, on parle de l'agilité au Québec, l'agilité en Suisse romande. Est-ce que vous avez un point de vue critique ou une analyse ou une remarque vis-à-vis de l'agilité en France ou je vais dire en Allemagne slash Suisse alémanique, où Bah, vous avez l'impression que c'est pareil? il y a quand même des différences culturelles. Le- Si je compare à la Suisse allemande, l'Allemagne, je connais moins, mais si je compare à la Suisse allemande, le Suisse allemande, il a une dualité qu'on a moins en Suisse romande. C'est-à-dire, d'abord, le Suisse allemand, il est plus respectueux des ordres qui sont donnés. Donc, il n'a pas ce côté Frenchy ou cause toujours, je fais ce que je veux. Donc il y a ce côté beaucoup plus facile en obéissance, puis en même temps, paradoxalement, parce qu'il y a toujours des paradoxes, c'est une région où il y a des gens qui prennent plus de risques quand même. Le Suisse allemand, ils auront plus de rebelles ou plus de dissidents, et puis le dissident et le rebelle sera beaucoup plus accepté que ne pourra l'être ce même dissident ou ce même rebelle en Suisse romande. Donc je pense que, alors j'ai pas fait des projets directement en Suisse allemande, mais je pense que ça serait beaucoup plus facile de démarrer sur un aspect méthodologique parce qu'ils ont ce côté respectueux. Et puis il y aurait peut-être gentiment des gens qui s'opposeraient à ce système parce que quelque part, ça modifie un peu toutes leurs croyances et ils n'auraient pas trop envie d'y adhérer au final. Mais il y aurait un démarrage qui serait plus facile. En France, alors j'ai pas directement travaillé en France sur ces domaines-là, mais j'ai travaillé à Genève dans les transports publics avec des gens qui étaient français, dont deux qui étaient syndiqués. Donc avec l'esprit syndicaliste français, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on y arrive gentiment, donc il faut prendre plus de temps pour expliquer. Ça va être plus brouillon au début, mais gentiment on y arrive. Mais il faut mettre beaucoup d'énergie pour démarrer euh, et beaucoup prendre de temps pour les écouter, pour leur montrer que ça va pas leur faire de mal, pour que ça soit positif pour eux, qui eux-mêmes trouvent les pratiques qui leur font du bien, et gentiment on y arrive. Gentiment on y arrive. Mais je pense que l'approche serait très différente. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on aura un sentiment d'adoption plus rapide en Suisse allemande avec des résistances qui vont naître dans un deuxième temps. Par contre, qu'en Suisse romande, respectivement en Allemagne, en France, on va avoir beaucoup de résistance au départ, et puis gentiment, on va partir dans l'autre direction derrière. Mais ce n'est que mon point de vue. Je peux me tromper. Et là, j'aimerais que tu reclarifies ta question en ce sens où est-ce qu'on fait des observations sur, dans C'est, les c'est, différentes c'est- cultures, comment l'agilité est. Ouais. Oui, à travers ton prisme, parce qu'on s'entend que, enfin, avec Fabrica, vous travaillez aussi avec les États. Vous Mhm. avez des mandats là-dessus. Donc, tu as quand même une vision qui est
Qu'est-ce que tu penses des Canadiens versus les Québécois? Comment tu considères les États-Unis? Je dis, vous avez une activité en France. Est-ce que tu vois des différences qui sont assez flagrantes ou au contraire, c'est plus des mythes? Non, c'est des différences, comme je l'ai dit, tu sais, au Québec, en fait, pour moi, l'agilité, ça brise toutes les frontières. En ce sens où l'agilité, c'est une philosophie, c'est de la création de valeur. Donc, et c'est de la valeur pour la personne, pour ton utilisateur. Donc ça reste, c'est universel, mais les bloquants sont pas les mêmes. C'est ça que moi, j'observe au niveau culturel. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des endroits où ce que c'est ça, où ce que du consensus, ben là, ça ralentit énormément, tu peux pas aller vers l'agilité. Il y a des gens qui aiment beaucoup la discussion. J'ai vu qui aiment parler, qui aiment s'exprimer, donc là, puis j'ai vu ça dans plusieurs groupes. Ben là, tu t'en vas, tu t'éloignes de la création de valeur, là, c'est plus ton opinion. Donc, fait que pour moi, c'est ça, c'est l'agilité. À partir du moment où tu vois ça on fait ça pour être capable de maximiser la valeur qu'on est capable de créer. Ça, c'est universel. Les freins, ça, ils sont pas les mêmes. Puis aux États-Unis, on a beaucoup de stigmates à cause il y a comme une vision des États-Unis, mais pour avoir travaillé dans les groupes, habituellement, ils se disent les choses de façon assez précise. Ils sont dans la performance souvent, dans les organisations que j'ai travaillées. Et quand tu es dans la performance, ben là, l'agilité devient intéressante parce que l'agilité veut t'emmener dans la performance. Et ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas, ça. Ils se disent, non, non, mais l'agilité, là, ils essaient on est dans un contexte où on doit toujours donner plus, puis là, on veut être agile pour mieux respecter notre cadence, notre énergie, mais l'agilité va encadrer tout ça, mais veut aller dans la performance. C'est pas, t'es pas en mode je regarde le train passer, là. C'est même plus difficile. C'est juste que ta performance, tu la lis directement à l'impact. Et moi, j'ai le terme en anglais, là, mais au outcome et non pas juste au output que tu produis. Mais c'est ça. Mais pour moi, pour revenir, là, les différences culturelles, c'est sur les bloquants et non pas sur la définition même de l'agilité. Je partage. Et c'est toujours contre les freins ou les blocages qu'on doit trouver des moyens de les diminuer pour faire avancer la machine. Et je reviens au système de financement. Parce que c'est ça qui va motiver les gens. Puis, tu as beau dire un discours, si ton discours dit A, mais qui doit avoir un comportement B pour les financements, ça ne fonctionne pas. Et quand on accueillait des startups françaises ici, nous, on leur disait, en fait, c'était un programme, on disait, on va faire de l'expérimentation, vous allez venir explorer le marché québécois, mais en expérimentation. Et eux, ils s'en venaient et c'était bien signé, c'était très défini. Et quand ils venaient ici, ce qu'ils voulaient, c'est rencontrer, dans des conférences, ils voulaient rencontrer et faire de la vente et faire des contacts, c'était de la vente. Puis là, nous, on disait, non, tu viens pas faire de la vente, tu viens découvrir, tu te mets dans une posture d'empathie et indirectement, si tu écoutes, tu vas développer quelque chose qui va fonctionner et tu vas faire tes ventes. Et pour les startups françaises, c'était extrêmement difficile. Des fois, ils venaient pas à un atelier. Ah non, je dois rencontrer un client. C'était beaucoup plus important d'aller rencontrer les clients que de. Puis ça, les startups françaises, je dois l'avouer que c'est une tendance qui était très, très forte. Très, très forte. Ils venaient ici pour faire du développement d'affaires et non pas de l'exploration de marché. Même si on ne le vendait pas comme ça, c'était flagrant. C'est intéressant. J'ai hâte de poser la question en France de vous pensez quoi des startups québécoises? Ben, moi, je peux déjà te dire, hein, les startups québécoises, moi, je trouve qu'on manque d'ambition. Donc, ce qui n'est pas le problème de la France. Ben, de ce que je vois, là, les Français qui venaient ici, ils voulaient quand même être forts en France, oui, mais après ça, on sentait qu'ils voulaient être plus gros. Au Québec, j'ai souvent l'impression qu'on manque d'ambition, puis je n'ai pas encore identifié toujours le pourquoi. Il y a une expression qui dit qu'on utilise souvent au Québec, le nez pour un petit pain, là. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut briser au Québec. Est-ce que tu as l'impression qu'on manque d'ambition en Suisse, Gilles?
Ah, c'est ça, de nouveau, c'est en train de changer, hein. Je pense que le Suisse a toujours été discret. C'est rarement mis en avant par rapport à ce qu'il pouvait faire. Je pense que c'est en train de changer et que il y a certaines startups qui veulent devenir grandes. Après, il y a des réalités du cadre, des conditions cadres. La législation suisse n'est pas bonne pour les startups qui veulent grandir à l'état mondial. Et souvent, nos belles pépites se barrent assez vite à Londres ou à Berlin, Ouais. voire plus loin, euh, parce que la législation et le cadre n'est pas fait pour ça. Donc, euh, donc effectivement, ça peut réduire les ambitions si on se dit que notre avenir est forcément ailleurs. Euh, donc il y a de nouveau, il y a des réflexions qui font que ça devrait peut-être changer un jour. Euh, mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat pur start-up n'est pas favorisé les- d'un point de vue législatif en Suisse. Ce qui est très favorable en Suisse, c'est toute l'orientation autour du capital, hein, parce que c'est quand même un pays où la plus-value, c'est quelque chose qui n'a aucun impôt, hein. Je crois qu'on est un des derniers pays au monde où si je mets 100 000 francs dans une start-up puis que je la revends 10 milliards, c'est zéro impôt derrière sur le revenu. Donc c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de choses encore en Suisse, mais il y a d'autres choses qui font que les gens ils partent ailleurs, finir leur grosse croissance mondiale. Si vous aviez une question à vous poser l'un l'autre, je trouve que c'est une bonne occasion. Est-ce que ça vous tente? Évidemment, il n'y a aucune préparation, excusez-moi, puis je vous prends totalement au dépourvu. Donc, tu vas avoir un silence qui peut être C- inconfortable pour les auditeurs, mais c- qui on a c'est- besoin c'est- de réfléchir. Oui. Et, pendant longtemps, pendant les podcasts, tu sais, on a toujours cette idée enfin, dans les podcasts, dans le montage, où on se dit, il faut pas qu'il y ait de silence, il faut toujours optimiser, etc. Moi, je suis contre cette école parce que je veux dire, le fait de s'ennuyer, le fait d'avoir des blancs, etc., fait partie de la discussion et de l'échange. Puis aussi, faut pas se renier. Puis pour ça aussi, j'ai créé les longs monologues de Ziad qui font que ça laisse largement le temps aux gens de se poser, de prendre le temps de réfléchir pendant que je dis absolument rien. Ça ou un spot de pub, ça serait la même job. Donc, après cet intermède, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient? Euh, Moi, je dirais, Sylvain, au Québec, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la génération d'après, celle de tes enfants, euh, va fonctionner complètement différemment que celle que les fonctionnements que tu connais aujourd'hui? Oh, wow! Toute une question. Qu'est-ce qu'il va faire? Euh, Au Québec, on a eu le mouvement, tu sais, les universités ont été faites basées sur l'ingénierie parce que tout était à faire, les ponts, les immeubles, il y avait beaucoup de construction à faire. Et le système d'éducation n'a pas évolué tant que ça pour changer cette mentalité-là. Et donc, je vois que tu souris un peu, là, mais donc, on forme encore des ingénieurs et on en a besoin. Mais après ça, les gens sortent de l'école avec dans leur tête, j'appelle ça avoir ils veulent avoir la solution et non pas avoir la capacité à poser les bonnes questions, là. Donc, ils arrivent et pour moi, je ne sais pas ce qui va changer, mais j'ai quand même une bonne inquiétude sur le système d'éducation et comment on va emmener l'agilité dans nos classes. Et il y a des mouvements Créativité Québec qui commencent à se poser ces questions-là sur comment changer l'éducation, le système public aussi. On parle d'énormément de pénurie ici, système public privé. Donc, ce je ne sais pas comment mes enfants vont se développer, mais moi, je sens que j'ai une pression en tant que parent à développer l'agilité de mes enfants. Puis je ne sais pas si le Québec va prendre le pas et combien de temps ça va prendre. Mais la pression, elle est sur le système d'éducation.
Et il est en transformation et j'ai l'impression que mes enfants vont être dans cette zone grise de transition qui est toujours des zones difficiles, il faut revoir nos façons de faire. Et donc, j'utilise souvent, au Québec, on a une énorme dette technique, des infrastructures qui tombent, le système, on a un système de santé incroyable parce que c'est gratuit avec énormément de soins, mais c'est très, très difficile à maintenir. Donc, on doit déconstruire énormément nos infrastructures qui ont fait le Québec, ce qui est le Québec et qui a rendu le Québec aussi fier, un système d'éducation accessible, un système de santé accessible. Il faut briser ces affaires-là. Et ça va être difficile. Donc, mes enfants, qu'est-ce qui va leur permettre? C'est ça ta question? Qu'est-ce qui va leur permettre? d'être plus agile, de se développer différemment que la génération d'aujourd'hui. Si je le ramène à mes enfants, là, c'est que ils vont être plus agiles parce que je pense que je vais pouvoir leur permettre de voir ce qui est possible de faire. Parce que moi, en baignant dans l'agilité, en baignant dans l'abondance, parce que on parle de beaucoup de pénurie, mais moi, je vois énormément d'abondance autour de moi. Puis je pense que c'est ça que je vais essayer de leur montrer que ça existe. Et si j'arrive à faire ça, eux vont être capables d'aller vers l'agilité. Fait que là, il y a comme le personnel, mais mes inquiétudes, c'est comme comment, qu'est-ce que moi je peux faire et comment le système va les aider également. Et ça nous mène à plein de questions familiales. Est-ce qu'on va vers le privé, le public? Puis là, si tout le monde va vers le privé, ben, le système public tombe. Et si, au niveau global, la population est pas, tu sais, il y a pas, on n'a pas un bon système d'éducation, mais peu importe, mes enfants vont fonctionner dans un mauvais système et ils vont probablement vouloir aller ailleurs à un certain moment donné. Fait qu'il y a cette pression-là, qu'est-ce que moi je peux faire, puis comment on peut changer le système. Et on est impliqué aussi dans plusieurs projets, justement, dans le système de l'éducation, dans les systèmes de transport. Donc, je pense que c'est en leur montrant les possibilités, en leur montrant qu'ils ont un certain pouvoir, je pense que je vais. Mais j'ai pas de contrôle après, c'est eux. Donc, mais je pense que je leur permets de voir un peu plus grand. Et au Québec, dans ma génération, puis moi, je suis francophone aussi, là, pour fermer un peu cette boucle, on a un gros mouvement séparatiste qui a eu lieu avec René Lévesque et tout ça, qui traîne encore, on est un pays très protectionniste. Donc, au lieu on empêche, on veut bloquer au lieu d'accepter et grandir et intégrer les choses dans le processus, c'est plutôt comment on peut bloquer. Et c'est ça que j'espère qu'on va réussir à briser pour que mes enfants puissent aller vers l'agilité. Parce que tant que tu essaies de maintenir des structures en place parce qu'ils étaient là, puis c'est émotif, ben, tu bloques cette capacité à innover. Complètement d'accord. On va avoir les mêmes défis ici, hein. On est sur des systèmes qui sont statiques et qui ont tendance à s'auto-alimenter dans leur manière de fonctionner et qui font des évolutions de surface qui ne servent à rien parce qu'il n'y a pas d'évolution fondamentale à l'intérieur. Mais, euh, mais effectivement, aujourd'hui, la culture des enfants va reposer essentiellement sur ce que les parents leur transmettent, alors qu'on va vers un monde où l'imprévisible sera tout le temps présent et donc il faut leur apprendre à être résilient, à rebondir, à changer, à évoluer, à prendre ce qui se présente, à voir les choses différemment. Et ça, c'est un apprentissage qui est encore essentiellement dans la main des parents parce que l'école leur apprend exactement le contraire. Ici, on a des régimes d'épargne où tu mets de l'argent, après ça que tu peux. Puis on avait des discussions, puis ma copine elle voulait plus mettre de l'argent pour pouvoir payer leur université. Puis moi, j'étais plus, pourquoi ils iraient à l'université? T'es sûr qu'ils vont aller à l'université? Donc, il y a déjà c'est comment ils vont évoluer, puis c'est quoi les possibilités devant eux. Puis on sait déjà que la plupart des métiers dans 30 ans n'existent pas aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc, moi, c'est cette résilience-là. En fait, c'est ça. C'est tu travailles. En fait, c'est comme dans les organisations, tu travailles l'individu pour la confiance en soi, la résilience, la prise de risque.
je te fais confiance, essaie, fais des erreurs, puis c'est eux qui vont se développer par la suite, là. Mais ouais. Moi, la question peut-être que je pense, puis c'est beaucoup plus pratique en fait, hein, mais nous, on est dans une évolution au niveau de mon organisation, ce qu'on fait encore beaucoup de la consultation du service, euh, qui, selon moi, est nécessaire quand tu veux faire un produit, d'être dans le service pour créer cette empathie-là avec ton client et tout ça. Et là, toi, tu es allé jusqu'à développer le produit. Oui. Et nous, on n'est pas prêt à développer le produit. On est rendu à notre 30e MVP, on dit à la blague, là, mais on cherche encore, c'est quoi le produit qu'on va être capable de faire croître, qu'on va être capable de scaler dans ce contexte vraiment complexe où toutes les organisations ont des systèmes d'information différents, des façons de travailler différentes, etc. Et là, moi, je me pose la question comme, c'est quoi les freins, c'est quoi les challenges, c'est quoi les gros défis que tu as avec un produit pour essayer d'emmener les organisations vers l'agilité. Donc, comment cette transition-là, comment elle se passe? Est-ce que c'est les freins que tu avais imaginés ou les challenges que tu avais imaginés sont les mêmes? Est-ce que la réception est bonne? C'est quoi les défis? Puis je pose la question, puis c'est aussi parce que je veux essayer de voir un peu dans le futur pour essayer de voir qu'est-ce qui m'attend dans le développement d'un produit de cette nature-là. Alors, c'est une vaste question. Alors, euh, pourquoi on a développé un produit? Parce qu'on a constaté qu'il n'y avait aucun des produits développés qui était basé sur ce qui est la plus grande opportunité des organisations, mais aussi son plus gros problème, et ce qui ne marche jamais dans les approches ni méthodologiques ni informatiques, c'est que l'humain est toujours pris, tout ce qui est fait pour encapsuler l'humain dans une dynamique et pas pour le laisser vivre et exploser avec ses talents, ses forces et ses ambivalences. Et, et en fait, on a eu la chance d'avoir une manufacture qui était humainement très lisible et de remarquer qu'en fait, on s'attaquait au faux problème, quoi. On règle pas l'humain en mettant de la méthode ou des processus, on règle l'humain en lui permettant de s'exprimer sur ce qu'il a envie. Et donc, on, on a cherché quelque chose qui permettait d'aller stimuler ce qu'on cherche à stimuler, c'est-à-dire de dire, dans votre entreprise, vous avez un certain nombre de talents, vous avez des forces qui sont là. Et puis aujourd'hui, ces forces, le constat qu'on fait dans toutes les entreprises, c'est qu'elles sont mal utilisées. Elles sont dispersées sur des tâches qui sont pas vraiment prioritaires, elles sont dispersées sur des sujets seconds, elles sont frustrées parce qu'elles pourraient amener plus, mais qu'on leur laisse pas la possibilité d'amener plus. Elles sont frustrées pour tout un tas de bonnes raisons. Et tout ça, c'est non seulement une énergie qui n'est non utilisée, mais qui est une énergie qui est en elle-même le frein de l'organisation. Parce que moins j'utilise ces forces, plus mon entreprise se regorge de frustration. Et quand on a une entreprise remplie de personnes frustrées, on fait pas des choses magnifiques avec. Donc notre recherche fondamentale, c'était de comment est-ce qu'on brise ce cycle et comment est-ce qu'on arrive à réinverser la tendance, c'est-à-dire à pouvoir dire, il y a des innovateurs, des gens qui ont envie, on va les mettre en valeur, on va leur permettre de s'exprimer sur des choses qui font du sens pour l'entreprise, et puis on doit aller chercher ce sens-là. Et ça n'existait pas. Et c'est là qu'on a eu une grosse période de R&D en disant, mais comment on va faire cette histoire? On sait où on a envie d'aller, mais comment on va le faire? Qu'on a posé un certain nombre de choses sur le papier, qu'on a fini par développer et puis par un peu tester par tout un tas d'expériences dans des missions de consulting en disant, tiens, ce truc-là, ça marche, puis ce truc-là marche moins bien. Et on a fini par en faire un produit qui aujourd'hui est un produit qui est capable de créer les conditions cadres pour que les talents puissent se réunir et exploser au profit du collectif et pour leur bénéfice personnel. D'accord ? Donc on a de l'algorithmie, on a de la gamification, on a un certain nombre de choses dedans. On a été chercher un certain nombre de choses que peu de monde ont allé chercher pour en faire une proposition qui est intéressante. Et aujourd'hui, on est en train de la mettre sur le marché. Et c'est quelque part la chose la plus difficile, je pense, que j'ai faite de ma vie. Parce qu'autant c'est facile, et là je te rejoins, il y a des opportunités partout autour de nous, il y a une abondance de possibilités de faire des affaires qui est gigantesque. Autant c'est facile de vendre un mandat de consulting, autant c'est difficile de pousser un bout de technologie en plus moderne et disruptive de nouvelle génération dans une boîte qui est ancrée dans ces vieux trucs, qui est la source de ces problèmes, mais
Hein. Ils savent ce qu'ils ont qui les fait souffrir, mais ils ont peur d'aller vers quelque chose d'autre qui pourrait leur faire du bien. Donc on est dans cette démarche où faut qu'on arrive à trouver des clients. Alors on progresse, on trouve les moyens de vente, on sait qu'on a des choses sur lesquelles on est complètement unique. Et puis les perspectives sont de mieux, sont chaque jour meilleures, je dirais. Euh, mais c'est une aventure de vendre un produit. Quand tu vends du consulting, tu es sur des cycles de vente qui sont très courts. En gros, hein, c'est t'as mal à la patte, t'appelles quelqu'un, si il te pose 3 questions, s'ils sentent que tu réponds à la question, tu fais une offre, tu signes. D'accord? Mhm. Et tu vends un produit, ils disent que peut-être ça serait bien, mais ils savent pas trop, ils regardent un petit peu, tu vas faire une démo, t'en parles, tu testes un peu, tu discutes, tu repars, tu reviens, tu fais ça 5 fois, faut convaincre 6 ou 7 personnes dans la boîte pour que ça puisse avoir une chance de marcher. Et tu es sur un cycle de vente de 12 à 18 mois qui est extrêmement coûteux. Ça, c'est Ah, la base. parfait. Ben, puis je vais avoir une question une question pour la poursuivre, là. Est-ce que le fait de développer toi-même un produit change ta perspective de l'agilité et la façon dont tu interviens avec tes clients? Non, parce qu'on sait que notre produit, il a été conçu et pensé pour fonctionner autant dans l'entreprise la plus traditionnelle que l'entreprise la plus agile du monde, et pour dire qu'on peut vraiment accompagner l'évolution de l'entreprise tout au long du cycle. Donc le produit, c'est juste le moyen d'aller plus vite. Le produit doit permettre de dire les opérations qu'on peut faire en termes de consulting, on est capable de les scaler dans l'entreprise sans plus avoir besoin de consultants quelque part. La démarche, elle est là. Aujourd'hui, vous êtes dans un mode d'organisation, demain vous voulez évoluer, ben nous on va permettre que ça se passe d'une manière généralisée et lisible dans l'entreprise pour que vous puissiez piloter cette évolution-là sans avoir besoin d'un consultant qui vous fait des analyses, qui vient coacher toutes les équipes. Simplement en ayant des personnes qui sont formées, qui voient ce qui se passe dans les équipes, puis peuvent commencer à faire du management d'évolution, donc faire des propositions, les pousser à faire des expériences pour qu'ils évoluent et qu'ils voient d'autres choses. Donc on l'a conçu dans cette logique-là, en disant pas je veux un projet qui permette d'être agile, puis si vous y arrivez pas, ben faut qu'on vous fasse évoluer, pour dire je prends l'entreprise telle qu'elle est et je lui permets d'aller vers son futur tel qu'il devra être, et tout au long de ce chemin, ça doit être une aide et jamais un frein. D'accord? Mhm. Donc si on prend un exemple tout simple, chaque équipe a son propre mode d'organisation, et une équipe peut être complètement managée, c'est le chef qui décide tout, parce qu'on rencontre plein d'équipes comme ça. Et c'est souvent pas le chef qui a envie de décider tout, c'est l'équipe qui a envie que le chef décide. Et donc, du coup, il faut déjà qu'on puisse travailler au sein de l'équipe pour que cette mentalité change. Mais si le chef ou l'équipe veut que le chef décide tout, on leur dit c'est fini cette histoire-là, il va rien se passer. Hein. Mhm. Notre première approche de toutes les démarches d'autonomisation, c'est de dire ne donnez jamais de l'autonomie à des gens qui n'en ont pas demandé, parce que ça marchera pas. Et à part créer une frustration du côté de celui qui veut la donner, puis de celui qui veut pas la prendre, donc de créer une double frustration, vous créerez pas grand-chose. Donc travailler sur comment on fait pour stimuler l'envie d'autonomie, puis quand l'envie de l'autonomie est là, puis que les gens la demandent, à ce moment-là, donnez-la. Mais c'est très différent comme approche. Et donc c'est un peu cette démarche-là qu'on a mis un peu partout dans notre solution pour pouvoir aller la chercher. C'est pour ça qu'on a besoin de notre algorithme qui permettent de créer une seule vision de la priorité d'entreprise, juste à chaque instant, tout le temps, quels que soient les changements qu'on pratique dans le bazar, pour qu'il n'y ait pas à chacun ait sa provision de la priorité, mais pour que les priorités soient partagées, soient transparentes, et puis qu'on voit si les gens travaillent sur les priorités de l'entreprise ou font ce qu'ils veulent dans leur coin, hein, ce qui n'est pas un mal en soi, chacun fait ce qu'il veut, sauf que quand ça devient visible, bah, il faut un peu l'assumer. Et puis de l'autre côté, ben, on a travaillé sur la gamification pour dire ben, chaque fois que vous participez au système, ça doit vous amener aussi quelque chose à vous. Et puis ce qu'on arrive à mettre en valeur chez chaque personne individuellement, ben, on peut le faire rayonner sur l'équipe et on peut aider les équipes à évoluer, parce qu'on a de nouveau pris une approche très jeu vidéo où on va travailler sur
les grandes forces des gens. Hein. Donc, on va voir qui c'est qui est créatif, qui c'est qui ramène de l'info, qui c'est qui est le problème solver, qui c'est qui se noie dans les problèmes mais qu'on trouve tout le temps, qui c'est qui facilite, puis qui c'est qui travaille réellement. Et puis, on va pouvoir travailler sur la dynamique d'équipe en disant, bah, si votre équipe elle a de la peine à sortir du cadre, bah, vous n'avez Mhm. pas de créatif dedans, donc c'est normal, quoi. Il y a pas d'idée, donc les gens ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il faut amener de la créativité. Ou bien votre équipe ne produit pas grand-chose. Ben oui, vous avez 3 personnes qui se noient dans les problèmes, puis personne qui les résout, c'est normal. Donc il faut qu'on aille chercher cette compétence de problem solver pour que votre équipe elle change de dimension. Donc Mais c'est un là, peu les dynamiques qu'on met en place là derrière. mais là, moi, la question était plus à l'entrepreneur plus qu'au consultant, en fait. Ouais. C'est dans ta posture d'entrepreneur parce que en tant que consultant, moi, je peux dire à une entreprise, ben, il y a une vision commune, travaillez, partagez, mettez vos processus transparents. Mais nous, on développe aussi un produit à l'interne. Et là, quand on développe le produit, je vois les erreurs, pas les erreurs, mais les comportements de nos clients. Et des fois, ça émerge. Puis on est comme, hey, je peux pas croire que on travaille ça en parallèle. Je savais même pas que tu travaillais ça, alors qu'on dit à nos clients de pas faire ça. Donc, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que le fait de développer un produit, tu vois des patterns ou des choses que tu aurais dit à ton client, my God, je ne voudrais pas que mon client fasse ça, mais je le fais et là, tu t'en rends compte parce que, et là, c'est comme un peu le cordonnier mal chaussé et cette espèce de guerre de, et là, donc, des fois, ça permet de remettre en perspective qu'est-ce qu'on demande aux clients de faire quand nous, on le fait nous-mêmes. C'est un peu vers ça que, c'est Ouais, un alors peu ça ma curiosité. Ouais. parfois on est mal chaussé, mais on s'améliore. Mais on a été, il y a eu une période du produit où on a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas les bonnes choses et on a mis du temps à s'en défaire. Et pour justement enlever toutes ces petites choses qui nous gênent et qui nous dérangent, euh, mais on a été un peu trop dogmatique quand même au début. Et on est revenu à quelque chose qui est beaucoup plus souple maintenant. Mais on fait beaucoup vu qu'on est aussi en train de vraiment travailler nos product market fit, ben on fait des choses, on teste des choses, on développe des fonctions en disant cette fonction, ça va être la killing function, et puis c'est nul. Hein. Puis quand on la montre, on se dit pff, ça marche pas. Puis il y a des choses qui nous étonnent. On se dit tiens, ben, on pensait pas que les gens allaient s'intéresser à ça. Puis ça marche. Puis il y a des fonctions, des gens nous disent ce truc, il est extraordinaire. Puis d'autres nous disent mais si je mets ça dans mon entreprise elle est morte, donc je peux pas. Donc on se rend compte qu'en fait il y a énormément de diversité, il y Mhm. a énormément de situations et en fait on va pas pouvoir tous les satisfaire rapidement. Euh, Et donc, on est toujours en train de faire des essais et des erreurs et d'essayer et de chercher. Mais vu qu'on est maintenant complètement parti en disant, ben, on fait des essais, des erreurs, ben, on a appris à tester certaines choses, puis à les améliorer au fur et à mesure. Donc, pas faire tout de suite du développement suisse. Mais, et ça fait partie de ma vision quand même de l'agilité, c'est de dire, l'agilité, c'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment sans réfléchir. C'est exécuter une vision forte d'une manière complètement itérative et progressive, avec beaucoup de souplesse dans le chemin qu'on va faire. Et ce chemin peut nous amener à faire évoluer la vision forte qu'on avait à la base, parce qu'on se rend compte qu'elle ne répond pas ou elle n'est pas tout à fait juste. Donc on suit quand même nos visions, on essaye d'alimenter ces visions produits. Et ce qui est assez sympa quand même, c'est que la plupart des postulats de départ qu'on a mis à l'intérieur de l'outil sont toujours les mêmes, quelque part. Les stories, les histoires, les constats qu'on a fait qui nous ont fait faire un certain nombre de choix, bah, il n'y en a pas une que j'ai rayée de ma carte. Et je peux toujours les raconter la même chose. Mhm. Et c'est assez juste. Donc, et ces stories, de nouveau, elles sont toutes nées d'observations. Hein, pour revenir à ton début, elles sont toutes nées d'observations concrètes sur le terrain, quasi d'une manière anthropologique, en disant mais nom d'une pipe, ça c'est quelque chose de fort et quand on le raconte aux gens, ils disent bah oui c'est vrai c'est ça. Et donc tout ce qu'on a mis dans ce produit qui est basé sur ces constats-là, c'est des choses qui sont hyper fortes. Et donc, du coup, on n'a pas beaucoup changé la vision du départ, puis après, on a dû bricoler pour arriver à quelque chose qui est utilisable par les gens dans cette Mhm. vision-là. Mais donc, observation, compréhension,
Ouais, je vais dire, c'est les joies de la technologie. Quand il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. On... Attendez. Oui, maintenant oui. Ouais, et c'est magnifique la technologie moderne. En commençant le podcast, ça m'annonçait 6 heures de batterie, et puis tout d'un coup, j'entends batterie low, je me dis, c'est pas possible. Non, mais petite anecdote, dans une de nos expérimentations, parce qu'un ancien produit qu'on avait développé, c'était pour faire du Lean Digital Marketing, Mhm. donc du marketing agile. Et pour le développement produit, au début, on faisait beaucoup de conciergerie. En fait, on faisait beaucoup de choses manuelles. Ouais. On faisait des ateliers, on faisait des meet-ups. Et là, on avait testé certaines choses. On avait un canevas physique. Et là, il y avait plein de questions qui étaient posées. Et là, on s'est dit, on va essayer de développer un chatbot pour aider les gens à développer ça. Et donc là, on avait le chatbot, mais c'était une personne qui répondait. On avait notre spécialiste marketing qui était derrière le chatbot. Et la journée, on fait l'atelier en fin de journée. Les gens arrivent, leurs cellulaires étaient tous décédés, plus de batterie. C'était la course au chargeur de batterie. Et là, on s'est dit, mais on n'avait pas vu ça venir, que le plus gros problème qu'on aurait était que les gens avaient plus d'énergie, il n'y avait plus de power sur leur appareil pour être capable de tester de tester notre Et fonctionnalité le de chatbot. chatbot. Donc là, on a appris, la fois d'après, on avait des chargeurs à toutes les tables. Et donc, oui, les batteries, on est dépendant de l'énergie aujourd'hui. Ouais. Voilà, mais donc, bonne observation. Et puis, moi, j'aime parler d'innovation fordienne, hein. Donc, quand on relève un problème chez un client, on ne cherche pas à régler le problème. Donc, on ne cherche pas à faire un cheval qui court plus vite, mais à essayer d'inventer la voiture qui permettra de changer de dimension. Et ça prend du temps. C'est-à-dire d'aller au-delà de la manière dont le problème est exprimé pour pouvoir offrir quelque chose qui est réellement résout cette problématique d'une manière complètement différente que ce qu'il avait imaginé, c'est quand même ce qu'on essaye chaque fois de faire. Et donc on prend un niveau de risque qui est plus élevé parce que ce serait plus simple de faire ce qu'il demande plutôt que Euh, de les, faire ce qu'on pense qu'on doit faire. les Mais humains, on réfléchit de façon linéaire, donc c'est facile d'imaginer la progression linéaire. Quand tu veux faire une progression disruptive, et là, tu les amènes dans un autre espace. Ça, c'est tout un défi. et donc c'est de cette manière on limite les risques. On limite, ouais, je pense non, on augmente nos risques, mais on augmente notre potentiel. Mais pour moi, on limite les risques parce qu'on est allé au-delà. Donc, ça nous a obligés à creuser beaucoup plus la demande, et à aller chercher d'autres choses et puis à proposer des choses qui sont plus intéressantes pour eux, tout compte fait, et puis qui sont plus facteurs d'adoption. Mhm. Mais, mais c'est un challenge, hein, développer le product market fit en B2B. Faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Ben non, En mais c'est ça, B2C. ça développe l'humilité aussi, là, parce que Ouais. tu réalises que, OK, c'est pas si facile et il faut que tu trouves ton champion, il faut que tu trouves ta stratégie, il faut que. Et là, est-ce que tu as un client puis tu développes pour lui faire plaisir, mais tu sais que tu vas développer des choses qui sont pas utiles pour les autres clients, puis là, tu te dis, ben, je suis en train de m'enfermer dans une collaboration qui va au final me nuire, mais qui me nourrit aujourd'hui. Donc, c'est vraiment énormément de questions qui sont posées dans ce processus-là. Moi, je vous On dirait que Ziad remercie. a une question Non, non, qui c'est lui dire, brûle les lèvres. non, au contraire, je veux dire, moi, je veux dire, je vous remercie pour cet échange de qualité. C'est juste que comme tout, il n'y a point de bonne compagnie qu'il se quitte. Donc, encore une fois, un grand merci Sylvain, un grand merci Gilles, et je vous laisse le mot de la fin en commençant par Sylvain. Le mot de la fin, ben, pour rester sur la thématique de l'agilité, tu sais, l'agilité, c'est une philosophie, puis ça devient aussi une décision personnelle. Est-ce que je veux, oui ou non, être agile? Donc, moi, je veux juste dire, on vit dans un monde qui va être de plus en plus complexe, un monde qui va nous dépasser. Donc, sortez de votre zone de confort maintenant et prenez cette posture-là tout de suite parce que euh,
l'illusion de contrôle. Essayer d'avoir le contrôle, vous n'y arriverez jamais. Donc, gardez au moins avoir le contrôle sur votre processus est vraiment important. Donc, pour la santé mentale de tous, là, l'agilité, c'est pas juste une mode, puis même si le mot a été mal utilisé, là, ayez cette posture-là parce que le monde de demain, on ne sait pas dans quoi on s'en va, mais il va être de plus en plus complexe. Puis si vous voulez avoir du fun dans ce monde-là, euh, intéressez-vous à cette posture-là. Ce serait mon mot de la fin. Merci Sylvain, à toi Gilles. Moi, je rebondirais sur la fameuse phrase et je suis complètement d'accord avec toi, Sylvain, donc sur la fameuse phrase de Darwin, hein, l'espèce qui va survivre ne sera pas la plus forte, mais la plus adaptée, celle qui sera capable de s'adapter le plus rapidement au changement. Aujourd'hui, je pense que le monde qu'on connaît est un monde qui va profondément se transformer. On ne sait pas comment. Donc ceux qui seront les plus près seront ceux qui seront prêts à simplement embrasser le changement et surfer la vague. Les autres, ben, ils vont se prendre en ras-de-marée sur la figure. Alors, ça va peut-être pas les tuer, mais ça va leur faire mal. Donc, comme on apprend en surf ou en kitesurf ou dans beaucoup de sports, ben, il faut épouser le terrain et faire qu'un avec lui. Et donc, l'agilité va vous permettre de vous développer de cette manière-là, plutôt que de vous faire mal et de vous prendre une grosse vague sur la figure. Surfer sur la vague, c'est un beau mot de la fin, ça, Ouais. Diable. Bon? En effet, c'est parfait. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye.